Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Bonsoir Christian. Docteur Agrapar, comment... Alors, vous me permettrez, chers amis, de tutoyer Christian, qui est un... J'ai le privilège de faire partie de ses amis et il est un grand ami parce que j'ai été formé par lui il y a très longtemps et c'est avec grand plaisir que ce soir je, je vais partager cette soirée avec lui. Vraiment, c'est un grand... Réciproquement, je suis très heureux d'avoir affaire à quelqu'un à l'esprit très ouvert et très intelligent. Merci, c'est gentil. Et non, c'est vrai, tu absorbes très vite les nouvelles pensées. Ah ben quand c'est bien expliqué, vous allez voir que ce soir, c'est très bien expliqué, ça va être très clair. On va parler de chromatothérapie. Alors, je rappelle que la chromatothérapie, c'est un terme déposé par la société Agrapar & Co, par Christian Agrapar, qui l'a créé il y a quelques années. Hein, peut-être tu peux nous en dire quelque chose? Bon, j'ai dû faire ça il y a à peu près 40 ans. Hein. Ouais. Et depuis, on a vraiment été beaucoup copiés. Et c'est pour ça qu'on nous a obligés pratiquement à mettre chromatothérapie, méthode Agrapar, parce qu'il y a des tas de gens qui ont essayé de reprendre et de tirer à eux la couverture. Hein. Mais ça fait 40 ans hein, que je travaille sur la chromatothérapie. Et ce sont des découvertes qui ont commencé à la suite de mon voyage en Chine. Quand je suis allé en Chine, lors de premiers échanges culturels entre la France et la Chine, et on s'est dit, mais on va aller en Chine, on va tout découvrir, on va voir comment ça marche, ça va être extraordinaire. Comme disait Musa qui nous accompagnait, il disait, c'est le voyage de Marco Polo. Et quand on est arrivé là-bas, eh bien, ça a été la catastrophe. Pourquoi ça a été la catastrophe? Non pas que les gens étaient compétents, hein, mais ils avaient un mode de pensée qui n'était pas le nôtre. Ouais. Et la pensée chinoise, c'est une pensée par image. Et derrière chaque image, il y a toute une culture. Donc, et que vous savez, les idéogrammes, un idéogramme veut dire 2-3 choses. Donc, ils arrivent à avoir 2-3 langages différents. Et ils ont des jeux de mots qui jouent sur ces éléments différents. Donc, il y a un décalage de la pensée qui a été tel qu'en revenant en Europe, je lui ai dit, mais je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. En plus, je pensais qu'ils avaient une école et que tout allait dans la bonne direction, tout le monde était d'accord pour certaines choses. En fait, il n'y avait aucune constance. Et d'une école à l'autre, ils avaient des avis contradictoires et ils s'engueulaient entre eux comme nous, on s'engueulait en France quand on n'était pas d'accord en acupuncture. Et quand je suis rentré, j'ai dit, je ne sais plus rien. Et c'est de là qu'est partie la chromatothérapie. Et c'est de là que j'ai commencé à me mettre seul dans un coin et dire, qu'est-ce qu'il y a d'important dans tout ça? Et là, j'ai dit, tiens, il semblerait que, d'après mes premiers travaux, que certaines couleurs ont des effets thérapeutiques. Ah, j'ai dit, c'était tout à fait étonnant. Et d'après certains calculs, j'ai créé un groupe en disant, je vais prendre un groupe de médecins et je vais leur demander si eux aussi constatent ça. Et eux ont constaté cet effet. À la suite de ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit, c'est moi qui ai découvert tout ça. En fait, c'était un groupe où on a dit, on essaye, pourquoi pas. Et ça, c'était un tout début. Et à la suite de ça, il y a eu beaucoup de découvertes, notamment, alors là, on peut passer les slides, là. Oui, bien sûr. Et alors, notamment, certaines... Attends, où est-ce que j'ai mon truc? Je n'ai pas mon truc, next. Attends, il arrive, le voilà. Voilà. Et oui, notamment, et il faut bien comprendre que... Je vais juste disparaître, mais je suis là. Hein. Mon image disparaît, mais je suis là. Non, voilà. Je te vois bien. Voilà, je suis. Oui, bon, d'accord. Donc, d'abord, une couleur, ça veut rien dire. Une couleur, c'est une longueur d'onde. Et bien comprendre que quand on prend une couleur, on utilise un rayonnement médical bien défini scientifiquement et qui a des effets précis. On verra ça de façon plus précise par la suite. Hein. Alors, la chromatothérapie est la seule technique
reproductible et scientifiquement validé, hein, parce que vous allez voir, je vous présente des travaux qu'on a fait en université qui ont confirmé la véracité de ce que nous disions, au grand étonnement de la plupart des scientifiques, parce que on n'arrivait pas à imaginer qu'une lumière comme ça puisse avoir des effets thérapeutiques d'une telle puissance. Alors, regardez les ondes électromagnétiques. Dans les ondes électromagnétiques, il est important de voir qu'on a les rayons cosmiques, si on les classe en fonction de leur longueur d'onde, on a les rayons cosmiques, on a les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets, les rayons visibles. Les rayons visibles, ils sont entre 400 et 800 nanomètres, hein. Les infrarouges, puis les ondes hertziennes et les ondes électriques. Donc, quand on parle de couleur, en fait, c'est une longueur d'onde que l'on va prendre à l'intérieur du rayonnement visible. Dès que vous prenez une partie du rayonnement visible, vous faites apparaître une couleur. Mais le terme de couleur, vous allez voir, est un terme beaucoup trop approximatif pour pouvoir être utilisé comme tel. Alors, Newton, vous avez entendu parler de Newton a été le premier à dire, on projette de la lumière sur un prisme, et voilà ce qui se passe. Le prisme décompose la lumière blanche, et cette lumière blanche fait apparaître 6 couleurs de base. Hein. J'insiste bien, c'est 6 couleurs de base. Alors, vous regardez là, on va commencer à parler de longueur d'onde. Regardez le rouge. Il est entre 750 et 630 nanomètres. Bon, on n'utilise pas n'importe quel rouge. Il y a tout un travail que j'ai dû faire qui a été très très important, qui a permis de définir les longueurs d'onde efficaces. Hein. Alors, j'ai tendance à appuyer sur mon ordinateur pour passer à l'image suivante. Alors, il y a différents types de chromatothérapie. Donc, ces couleurs, on va les envoyer à quel niveau? Eh bien, on les envoie à 3 niveaux. Oui, il y a un problème? Non, ça va. À 3 niveaux. Soit on l'envoie directement sur une pathologie. Par exemple, quelqu'un qui s'est brûlé, c'est une pathologie de la peau, on éclaire directement la peau et on traite la pathologie. On peut le faire aussi au niveau oculaire, et enfin, on peut le faire au niveau du point d'acupuncture. Et là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus complexe, mais vous verrez, on arrive à des notions tout à fait surprenantes sur la localisation des points d'acupuncture. Alors, le matériel, il est extrêmement simple, puisque on fabrique une lumière blanche. Cette lumière blanche, on la projette sur des filtres, et ces filtres vont libérer une longueur d'onde précise. Alors, ce qui est important en chromato, c'est bien sûr les longueurs d'onde que nous allons sélectionner. Et quand je vois dans les foires présentant des méthodes médicales utilisant la couleur, ils mettent des bouts de filtre, des bouts de plastique de couleurs différentes et ils disent c'est aussi efficace. C'est pas vrai. On a affaire à des filtres extrêmement performants qu'on fait fabriquer exprès pour nous, qui ont des longueurs d'onde précises, hein, et qui sont très puissantes pour cette raison. Alors nous avons aussi le chronomètre, qui est une chose très importante parce que suivant le temps d'exposition, eh bien, on aura des effets différents. Pour vous montrer que les travaux, on les a déjà présentés dans un journal en 86. Vous voyez que ça remonte très très loin. Hein. Donc, mais dites-vous bien que après 86, il y a eu beaucoup de travaux. Et l'un des travaux les plus importants, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire beaucoup de techniques, mais vous donner quand même des notions de base, ça a été pouvoir écrire toutes les données qu'on avait du ciel et de la terre pour expliquer le fonctionnement de la lumière. Et qu'est-ce qu'on a écrit? Ben, alors voilà les données de base qui sont apparemment très simplistes, en considérant que dans la lumière, et quand j'ai dit ça il y a 40 ans, c'était la guerre, en disant la lumière, mais non, c'est que de l'énergie, d'autres disaient c'est que de la matière, et maintenant on sait que la lumière est composée de matière et d'énergie. La matière est représentée par des carrés, l'énergie est représentée par des cercles. Et j'ai dit, mais si
il y a tous ces éléments qui viennent du ciel, il doit exister la même chose au niveau de la Terre, et on a la notion de matière et d'énergie, de plus, de moins, et tout ça, eh bien, on a pu le mettre dans l'écriture trigrammatique et faire tous nos calculs. Cette écriture trigrammatique, telle que nous l'utilisons en chromatothérapie, qui nous permet de comprendre un peu comment s'associent les énergies du ciel et de la terre, est unique. Hein. Vous avez d'autres livres où vous avez, on présente des trigrammes. Certains trigrammes sont plus philosophiques, d'autres un peu plus mathématiques, mais les trigrammes tels qu'ils sont utilisés en chromatothérapie sont mon travail et que j'ai présenté dans le livre que vous avez vu avant. Alors, tenez, voilà globalement, déjà, vous allez apprendre beaucoup de choses, c'est que les couleurs vont correspondre à des énergies climatiques. Mais attention, c'est pas de la philosophie, uniquement de la philosophie, bien sûr, ça peut l'être. Mais ces énergies, elles ont pour nom d'humidité, de sécheresse, de chaleur, de froid, de vent yang, qui est une addition de la chaleur et de l'humidité, ou de vent yin, qui est une addition du froid et de la sécheresse. Eh bien, dites-vous bien que quand vous avez ces énergies qui vous pénètrent et qu'elles rentrent dans notre métabolisme, elles ont toutes des effets biologiques très précis. La chaleur, pour vous donner un exemple de la chaleur, si vous allez trop souvent au soleil cet été et que vous restez des heures vous faire bronzer, eh bien, il y a des gens qui font des cancers de la peau parce que la chaleur a pénétré et a provoqué une accélération du métabolisme et une multiplication cellulaire. Le froid, ben, c'est le contraire. Le froid si le froid rentre dans notre organisme et s'intègre au fonctionnement du corps, eh bien, vous allez avoir un phénomène dégénératif. Dans l'arthrose, par exemple, c'est un phénomène dégénératif. Les traumatismes apportent du froid. Alors, le froid, vous verrez au niveau du sang, ben, c'est tout ce qui est embole. Hein. Quand on a un AVC, quand les gens font un AVC embolique, il y a un froid massif. Eh bien, vous verrez, je vous parlerai tout à l'heure des traitements, on a des possibilités actuellement au niveau des AVC qui sont tout à fait extraordinaires. La sécheresse, bon, vous avez une déshydratation de la peau et la déshydratation peut conduire à des eczémas. L'humidité, vous pouvez avoir tout ce qui est édème, tout ce qui est allergique, tout ce qui est piqûre d'insectes, vous avez des édèmes. Voilà. Vous avez, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces énergies, il ne faut pas les voir simplement sur un mode philosophique, et vous allez voir que ça correspond à des choses concrètes quand on va arriver à des maladies. Hein. Je crois que c'est ça qui est important. Et vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que chaque énergie, froid, chaleur, humidité, sécheresse et vent, ont une écriture trigrammatique. Et vous verrez que cette écriture trigrammatique va être capitale pour comprendre certaines choses qui se produisent au niveau de notre corps quand on utilise une couleur. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous faites du rouge, par exemple, sur un organisme vivant, quel que soit l'organisme vivant, hein, que ce soit l'homme, l'animal ou la plante, hein, eh bien, l'organisme décode ce rouge comme étant du froid. Pour eux, c'est toujours du froid. Et comme ils décodent cette information rouge comme étant du froid, eh bien, l'organisme se dit, c'est un danger, c'est du froid qui arrive, je ne veux pas me faire envahir par le froid, donc je fabrique de la chaleur. Et vous voyez, quand vous avez un hématome, vous mettez de la glace. Eh bien, la glace n'agit pas comme élément, disons, qui enlève l'inflammation. La glace agit parce que c'est décodé comme du froid. L'organisme répond par de la chaleur. Et comme il ne répond pas de la chaleur accélère la circulation et évacue l'hématome. Vous verrez ces choses en photo tout à l'heure. Et vous allez avoir une confirmation de ce que je vous dis. Alors, vous voyez, voilà un exemple d'une écriture trigrammatique. On utilise du rouge avec ce trigramme. La réponse est toujours la couleur complémentaire
qui est le trigramme à l'écriture inverse, et ça va provoquer de la chaleur en superficie et de l'humidité en profondeur. Et les choses se compliquent un peu, mais soyez tranquilles, on ne va pas se lancer dans des choses très complexes. Alors, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on utilise ces couleurs? Eh bien, d'abord, il faut bien comprendre qu'on ne va pas dire « ah ben, c'est du froid, c'est de la chaleur » et puis on va irradier en disant bah, « c'est tout simple », etc. Avant toute séance, il y a toujours un bilan médical complet qui doit être pratiqué par le professionnel de santé. Il faut d'abord un examen classique, hein. Il y a la prise de tension, il y a les analyses, savoir un peu ce qu'il y a comme analyse, les interrogatoires soigneux, à la recherche des symptômes. Parfois, on peut même faire des photos Kirlian pour avoir une image des énergies qui nous entourent. Il y a les recherches sur les antécédents médicaux, traumatiques, psychologiques, parce que il nous faut un bilan médical, il nous faut un bilan traumatique, il nous faut un bilan psychologique, et bien sûr être au courant de tous les médicaments, de toutes les prescriptions et des soins qui sont pratiqués en parallèle, car il faut faire attention, certaines attitudes thérapeutiques peuvent être contradictoires avec ce que l'on fait. Enfin, il y a l'examen énergétique à la recherche des énergies, froid, chaleur, humidité, sécheresse et vent. Vous voyez? Donc, il y a à chaque fois un examen médical complet, classique, les antécédents et l'énergétique. Alors, à ce moment-là, eh bien, on va faire un diagnostic et c'est de ce diagnostic que va dépendre le traitement. Alors, la lampe munie d'un filtre choisi, on choisit le filtre en fonction de la pathologie que l'on va traiter, hein, si on veut apporter du froid, si on veut apporter de la chaleur, si on veut appeler de l'humidité ou de la sécheresse, eh bien, on va choisir la longueur d'onde. Alors, la projection peut se faire à 3 niveaux. Vous voyez, c'est moins simple qu'on pourrait le croire au départ. On peut le faire au niveau de la zone malade. Je vous ai parlé de brûlure. Ben, la brûlure, on va appeler du froid. Hein. On va faire de l'orange. L'orange décodé comme de la chaleur. Il y a une réponse froide et la brûlure s'arrête. Au niveau oculaire, eh bien, on envoie une information au cerveau. On lui dit attention, il y a de l'humidité, il y a de la chaleur. Et le cerveau va répondre. Et ce que l'on peut ce dont on est sûr, c'est que l'humidité ou la chaleur ou la sécheresse, chaque énergie a un rôle particulier sur le plan psychique. Et donc, quand on fait des psychothérapies, on a besoin quelquefois d'utiliser ces rayonnements oculaires. Enfin, au niveau du point d'acupuncture, à ce moment-là, c'est déjà beaucoup plus complexe. Mais ce que l'on sait, que tout le monde connaît, c'est que certaines zones du corps ont comme rôle de fabriquer une énergie précise. Hein, le poumon va fabriquer de l'humidité, la rate va fabriquer de la sécheresse, le cœur va fabriquer du froid et le rein va fabriquer de la chaleur. Alors, par exemple, chez des gens qui font des états dépressifs hivernaux, il suffit simplement d'apprendre au rein ou de tonifier le rein pour qu'il fabrique de la chaleur et les états dépressifs hivernaux sont stoppés. Hein. Alors qu'on avait cru à une époque que les états dépressifs hivernaux étaient dus avant tout à un manque de lumière. Il s'avère que ce n'est pas ça du tout. C'est que les états dépressifs hivernaux apparaissent parce que l'organisme est incapable de fabriquer suffisamment de chaleur. Et dès qu'on lui fait fabriquer de la chaleur, il n'y a plus de progrès. Alors, la séance doit se pratiquer toujours dans le noir. Pourquoi dans le noir? Ben, je vous ai expliqué qu'on avait des longueurs d'onde précises. Si vous avez en même temps une lumière ambiante, ça ne sert à rien d'avoir un filtre performant, ça ne sert à rien d'avoir une longueur d'onde précise si vous avez toutes les longueurs d'onde ambiantes qui arrivent, et à ce moment-là, votre efficacité est considérablement atténuée. Une fois qu'on a fait projeter notre rayonnement, comme on l'a dit, sur l'une des 3 zones, c'est-à-dire la zone malade, les yeux ou le point d'acupuncture, eh bien, il est très important de laisser les gens allonger 20 minutes. Généralement, c'est souvent dans l'obscurité, mais
les zones qui ont été soignées, de toute façon, doivent être à l'abri de la lumière thérapeutique. Donc, on laisse les gens allonger 20 minutes et généralement, il y a des effets assez spectaculaires. Et surtout, je vois des gens très sceptiques en disant comment une lumière banale, comment voulez-vous qu'une lumière banale puisse avoir un effet? Et pourtant, je vais vous montrer que sur certaines pathologies les plus graves, cette lumière est très efficace. On essaye de ne jamais traiter deux zones à la fois, surtout lorsque les gens débutent, parce que il y a des équilibres qui se font entre la droite et la gauche, entre le haut et le bas. Il faut parfaitement connaître la dynamique du corps pour pouvoir utiliser plusieurs zones à la fois. Sauf, bien sûr, lorsqu'il y a un envahissement complet. Quand vous avez des gens qui ont du brûlure globale, on n'a plus à tenir compte des plans de symétrie. Alors, ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est qu'on ne fait pas un diagnostic sur une pathologie, on va faire un diagnostic sur l'équilibre global des individus. Et c'est souvent cet équilibre qui est perturbé et qu'on va traiter. On ne fait pas de balayage et chaque temps d'irradiation est mesuré avec un chronomètre. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'à côté des filtres, il y a des chronomètres, parce que suivant le temps d'exposition, vous allez avoir des réponses différentes. Alors, ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que à partir du moment où j'ai découvert les longueurs d'onde précises à utiliser en chromatothérapie, je me suis posé des questions concernant les oligo-éléments. Et vous savez que les oligo-éléments, on peut mesurer aussi leur longueur d'onde. On peut mesurer au spectromètre de masse. Quand on regarde les étoiles, on sait que dans telle et telle étoile, il y a telle et telle matière grâce à leur longueur d'onde. Donc, je me suis dit, tiens, regardons les longueurs d'onde des oligo-éléments au spectromètre de masse. Et je me suis rendu compte, ainsi, que les oligo-éléments avaient des longueurs d'onde qui correspondaient à certaines longueurs d'onde de la chromatothérapie. Et je me suis rendu compte ainsi que la même longueur d'onde, qu'elle vienne de la matière ou qu'elle vienne de la lumière, donnait le même effet, ce qui a été un bond en avant important au niveau de l'utilisation des oligo-éléments en thérapie. Ainsi, j'ai découvert que le fer avait la même longueur d'onde que le rouge de la chromato. Et ce fer, attention, fer utilisé à dilution homéopathique, c'est là que ça devient intéressant, parce que dans le fer à dilution homéopathique, ce n'est plus la molécule de fer qui va agir, mais l'information électromagnétique apportée par le fer qui va agir. Et le fer à dilution homéopathique a le même effet que le rouge. On va avoir de la même façon le soufre, qui a une longueur d'onde qui correspond à l'orange de la chromato et qui va avoir un effet voisin de l'orange, mais toujours le soufre à dilution homéopathique. Et l'or à dilution homéopathique a le même pouvoir que le vert de la chromatothérapie, et on a le cuivre à dilution homéopathique qui a le même pouvoir que le bleu. Vous voyez, donc on est en plein dans une médecine vibratoire, en sachant que si on agit au niveau de la peau, la chromatothérapie, c'est-à-dire la lumière, agit mieux que l'oligo-élément, bien qu'on puisse l'utiliser. La peau, pourquoi? Elle est faite pour recevoir la lumière. Par contre, si on va au niveau des muqueuses digestives, les oligo-éléments peuvent quelquefois être plus intéressants. Alors, voilà, des laboratoires, on fait des crèmes à dilution homéopathique que l'on peut mettre en application locale. On peut aussi les absorber par voie digestive. Alors,
Je me rappelle, les Espagnols ont été les premiers à croire à mes travaux et m'ont dit, mais nous, on va fabriquer ces pommades. Et je les revois un mois après, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes contents? Ça a bien marché? Ils m'ont dit, c'est une catastrophe. Ah bon? Expliquez-moi. Eh bien, comment vous l'utilisez? Eh bien, on met de la crème matin, midi et soir, et on a fait ça pendant plusieurs semaines, ça ne donne rien du tout. Mais je lui dis, attention, quand vous agissiez avec la lumière, ou que vous agissiez avec une crème à dilution aromatique contenant des oligo-éléments, il faut laisser le temps à l'organisme de réagir. Et si vous faites des traitements trop rapprochés, il n'y a plus de réponse. Donc, ces traitements doivent être faits. C'est pour ça qu'en chromatothérapie, on ne fait jamais plus d'une séance par semaine, quelle que soit la gravité de la pathologie. Donc, il faut toujours laisser le temps à l'organisme de répondre. Alors, on a fait des expérimentations à Châtenay-Malabry avec la participation des professeurs Bach et des professeurs Pagès, ainsi que moi-même, et vous verrez que le professeur Pagès peut en parler puisqu'on en a beaucoup parlé de ces pathologies. Eh bien, ces travaux ont confirmé l'efficacité de notre méthode. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Châtenay-Malabry? C'est un service, là je travaillais dans un service qui travaille sur l'épilepsie. Mais attention, c'est pas toutes les épilepsies, mais sur des souris qui sont carencées en magnésium et qui sont très sensibles et qui font des crises d'épilepsie sous l'influence d'un stimulus sonore très puissant. Et ça leur permet de voir quels sont les médicaments anti-épileptiques les plus efficaces. Et on m'a dit, mais vous, est-ce que vous pouvez agir avec la chromato? Ben, j'ai dit, bien sûr. Et on va projeter 50 secondes d'une lumière. Ici, ça va être du jaune. On va irradier les souris pendant 50 secondes par la couleur jaune. Et sur ces souris carencées en magnésium, une fois qu'on a fait les jaunes, on les laisse 20 minutes dans l'obscurité et après, on les met, on les expose au stimulus sonore et on voit si elles déclenchent des crises d'épilepsie ou non. Alors, voilà le tableau statistique qui a été fait. En jaune sont les souris traitées par la chromato et en blanc sont les témoins. Alors, première phase, on envoie le stimulus sonore. Et la souris reste un peu figée, puis elle se met à courir. Et la course, vous voyez ici, la course dure très longtemps après exposition jaune, et là, elle est de courte durée. Et la durée de convulsion chez les souris témoins est beaucoup plus courte, alors que la durée de convulsion chez le témoin est beaucoup plus longue. Et ce que l'on voit, c'est que les souris jaunes ont une récupération beaucoup plus rapide que les témoins. Eh bien, ce travail statistique est considéré comme supérieur à bien des antiépileptiques. Et pourtant, il n'y a eu que 50 secondes. Il n'y a eu que 50 secondes d'une longueur d'onde du jaune. Mais attention, c'est pas n'importe quel jaune, c'est pas n'importe quelle couleur. C'est les couleurs de la chromato. Attention, attention, c'est pas parce que ce sont des longueurs d'onde qui ont des effets très précis et durables. Et puis, l'un des chefs de service me dit, mais est-ce que vous pouvez avoir l'effet inverse? Ben, j'ai dit, bien sûr. Eh bien, il m'a dit, allons-y. Et au lieu d'exposer à 50 secondes de jaune, on a fait 50 secondes de violet. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les souris ont convulsé beaucoup plus vite.
La durée de course a été courte. La durée de convulsion a été très longue chez ces souris exposées au violet. Et en fin de compte, il n'y a pas eu de récupération. Toutes les souris sont mortes. Tout ça pour dire que, on dit si ça vous fait pas de mal, ça vous fera pas de bien, ou si ça vous fait du bien, ça vous fera pas de mal. Enfin bon, il faut bien comprendre que les longueurs d'onde ont des effets précis et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, comme malheureusement je l'ai trop vu, et surtout avec les filtres que nous utilisons. Et ces filtres, nous-mêmes, nous nous protégeons. Hein, on essaye de pas trop regarder la lumière, on essaye de se protéger les mains, on essaye. Ce sont des longueurs d'onde qui ont des effets constants. Ce sont des constantes. Hein. Et il y a eu des publications scientifiques à ce niveau-là. Donc, c'est bien comprendre que jouer avec les couleurs, c'est une erreur, ce n'est pas un jeu. Et comme le disent certains thérapeutes, la lumière peut être une arme. Alors, on va passer à quelques utilisations cliniques, parce que tout ça, ça vous paraît théorique, donc je vais vous montrer des photos. Hein. Tenez, voilà une dame qui avait des jambes très sèches. La jambe de droite a été traitée, la jambe de gauche ne l'a pas été. Vous voyez la différence? Regardez comme la peau est brillante et comme là, elle est terne et comme il y a une tendance à y aux ulcères. Donc, quand on vous dit il y a un effet sécheresse, c'est pas quelque chose de folklorique, c'est pas quelque chose de fantasmatique, ça peut être réel sur le plan physique. Hein, c'est très important. Voilà une brûlure. Voilà une brûlure. Alors ça, c'est une jeune fille qui s'est brûlée par l'huile bouillante. Et ce qui s'est passé, c'est que elle s'est brûlée. Et puis les parents, c'était une jeune fille, je crois devait avoir 14-15 ans. Et les parents ont constaté que la brûlure continuait à évoluer. Alors, ils se sont dit, mais c'est terrible parce que elle va garder ça définitivement. Et plus le temps passe, plus ça creuse. Donc, ça a été la panique au niveau de la famille. En disant, mais une jeune fille, elle va être défigurée, elle va être complètement, avoir des cicatrices terribles au niveau des mains. Et alors, vous voyez, là, je pense qu'on arrive à quelque chose d'énorme. C'est que la notion d'énergie n'existe pas en médecine. Et dire qu'une brûlure, c'est une pénétration de la chaleur, ce n'est pas accepté. Qu'est-ce qu'on va faire sur une brûlure? Ben, on va donner des antiseptiques, on va donner des antibiotiques, on va faire un vaccin antitétanique en disant, bah oui, on risque un tétanos. Et puis, il y a le germe, vous allez voir, qui apparaît le plus vite dans ces cas-là, c'est le staphylocoque doré. Et le staphylocoque doré, ben, vous savez que il résiste remarquablement bien aux antibiotiques. Donc, on sait que de plus en plus, dans les hôpitaux, étant donné qu'on a utilisé de plus en plus d'antibiotiques, de plus en plus, les germes arrivent à être résistants. Et dès qu'on a fait le traitement, c'est-à-dire on a exposé dans une pièce obscure, toujours, on a exposé à la couleur orange. Couleur orange, c'est quoi? C'est décodé comme étant de la chaleur. Donc c'est un leurre pour le corps. Il dit, oh là là, il y a de la chaleur, vite. Il répond par du froid. Et à ce moment-là, vous allez voir ce qui se passe. La jeune fille, dans la demi-heure qui suit, a une impression que la chaleur remonte le long des doigts, le long des bras, et que il y a une sensation de bien-être extraordinaire. Je la revois 5 jours après, il n'y a plus de suppuration, ça se cicatrise, et tout est rentré dans l'ordre. Et vous voyez, ce qui, pour en revenir à ce qui se fait à l'heure actuelle sur les brûlés,
c'est qu'on dit, ben, on va faire des greffes. Il y a des plaies. S'il y a des plaies, il ne faut surtout pas que les germes rentrent. Donc, on fait des greffes. J'ai vu une jeune fille dernièrement, on voulait la scalper parce que elle avait des brûlures sur tout le corps. Et on voulait la scalper pour faire des greffes. Mais quand on fait des greffes sur une peau, sur une partie d'un organisme qui est envahi par la chaleur, eh bien, regardez les gens qui ont des greffes. Eh bien, ça bourgeonne. C'est une catastrophe. Ça bourgeonne. Donc, vous voyez que le fait de refuser la notion d'énergie et de ne pas accepter de la combattre, ça nous fait passer à côté de traitements qui sont pourtant vitaux. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est un traumatisme. Si c'est un traumatisme, c'est du froid. Si c'est du froid, j'ai des questions qui sont posées. Est-ce que ça fait partie de l'émission, les questions qui me sont posées là? Non, non, vas-y. Internet. Non, ça n'a rien à voir. Bon, d'accord. Alors, le froid, c'est un arrêt énergétique. Si c'est un arrêt énergétique, c'est un arrêt du sang. Et dès que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, on pourrait mettre de la glace. Mais au lieu de mettre de la glace, j'ai mis du rouge. Et regardez, une semaine après, l'hématome est évacué. Regardez toutes les complications qu'on peut avoir sur les hématomes. Il y a même des suppurations qui apparaissent. Et même, il faut les inciser. Alors qu'il suffit d'utiliser une couleur qui mobilise le sang, bon, comme des poussées hémorroïdaires, vous éclairez une hémorroïde, c'est rapidement évacué. L'utilisation de cette thérapie sur les pathologies bactériennes et virales, parce que ça, c'est une chose importante à comprendre, c'est que ces énergies, eh bien, lorsqu'elles sont dominantes au niveau d'un organisme, eh bien, il va y avoir des bactéries et des virus qui vont se précipiter, parce que c'est pour eux le milieu idéal pour s'épanouir. Et là où la chromato devient extrêmement intéressante, c'est qu'on dit, bah, tiens, tel virus ne supporte pas telle énergie ou telle dominance d'énergie, eh ben, on va lui envoyer, on va le détruire. Alors, regardez. Voilà quelqu'un qui s'est brûlé. C'est une histoire qui fait beaucoup rire les dames, parce que c'est un mari dévoué au départ. Son épouse lui dit, fais attention au niveau du four, ne laisse pas brûler quoi que ce soit. Dès que tu arrives à telle température, tu sors le plat du four. Et le malheureux, il a sorti le plat du four. Il a fait preuve d'un tel dévouement qu'il a calé le plat contre son ventre et il s'est brûlé. Et regardez ce qui se passe. C'est que la chaleur arrivant, immédiatement, ça se met à suppurer. Et quel est le germe qui est présent? C'est le staphylocoque doré. Et par chance, plus on intervient tôt, plus on est efficace. Eh bien, j'ai tout de suite intervenu pour envoyer des énergies de refroidissement. Et regardez, 24 heures après, la brûlure a disparu, la suppuration a disparu, le staphylocoque a disparu, et on a une cicatrisation complète. Vous voyez? Ça, c'est l'exemple du staphylocoque doré. Le virus du zona, voilà quelque chose d'embêtant. Moi, je vois des pauvres personnes couvertes de pommades graisseuses qui servent à rien ou d'éosine, alors qu'il suffit, on sait que le virus du zona, lui aussi, il n'aime pas du tout le froid. Et dites-vous bien que si les gens n'ont pas mis de crème préalablement, ou s'ils n'ont pas mis d'éosine, ou s'ils n'ont rien mis, eh bien, vous envoyez du froid en choisissant la couleur orange, et c'est très spectaculaire, hein, parce que quand vous touchez ces zones où il y a une inflammation importante, quand vous touchez ces zones, eh bien, elles sont très douloureuses, ils supportent rien, une sensation de brûlure intense. Alors, il suffit de refroidir, et vous voyez, au bout d'une semaine, les croûtes apparaissent, toute l'inflammation disparaît. Et il n'y a plus d'inflammation. Le problème est réglé.
Voilà un herpès. Ah, voilà aussi quelque chose qui est embêtant comme tout. Mais le virus de l'herpès, il a horreur de la sécheresse. Il vit dans l'humidité. Hein, c'est pour ça que ces herpès que vous avez, ces aftes, c'est de l'herpès. Hein. Eh ben, vous lui envoyez bien une bonne quantité de sécheresse, puis vous le tuez. Alors, vous voyez, il y a les photos. Il n'y a eu qu'un traitement. Hein. N'oubliez pas, il n'y a jamais plus d'un traitement par semaine. Si on en fait plus, on empêche la réponse de l'organisme. Donc, il n'y a eu qu'un seul traitement. Ça, c'est le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et le quatrième jour. Hein. Attention, il n'y a pas un traitement à chaque photo. Et vous voyez que, alors là, bon, c'est une chose mineure, mais je peux vous dire que j'ai soigné des gens qui étaient couverts d'herpès avec une efficacité extraordinaire. J'ai même vu une femme qui allait perdre son œil avec un herpès au niveau d'un œil, et l'herpès a très bien été soigné. Alors, il peut arriver des cas où votre... Non, c'est toujours pas. On est toujours là. Bon, attends, alors je ne sais pas ce qui se passe. Ah, il est. Ah, le docteur Agrapar s'est déconnecté de la room. On va attendre quelques instants. Je pense que la technique va l'appeler. Il a dû vouloir. Voilà, il revient. Voilà, c'est bon. Voilà. Il faut que alors, tu remettes la caméra. Ça va, c'est bon? Non, ta caméra. La caméra. Le petit icône en haut. Voilà, magnifique. Alors, donc, j'ai vu des gens avoir des poussées herpétiques épouvantables, avec, couverts de la tête aux pieds d'herpès. Je les ai pas amené ces photos, mais on a des possibilités extraordinaires sur l'herpès, qui est vraiment, c'est un virus qui vraiment craint beaucoup les rayonnements électromagnétiques. Alors, l'utilisation aussi sur les pathologies traumatiques est quelque chose de très important. Alors, voilà un exemple de quelqu'un qui s'est fait une luxation de la cheville, et vous voyez que il y avait un aspect en œuf de pigeon, hein, qui apparaît au niveau de la cheville à gauche. Vous voyez pas ma flèche? Oui. Non, on voit pas ta flèche. Non, on ne voit pas ma flèche, d'accord. Bon, c'est parce que moi, je l'ai vu sur mon ordinateur. D'accord. Donc, à gauche, vous voyez qu'il y a un aspect en œuf de pigeon. Et on a fait un traitement de chromatothérapie tout de suite. Et vous voyez que sur la deuxième photo, vous avez le sang qui est repoussé en périphérie. Vous voyez, il y a une quantité de sang. Et au niveau du talon. Et sur l'articulation elle-même, il n'y a rien. Ce qui est tout à fait étonnant, parce que normalement, on devrait avoir une accumulation de sang. En fait, c'est l'utilisation, entre autres, du rouge qui a envoyé de la chaleur, qui a mobilisé complètement ce sang qui avait tendance à stagner. Et ce qu'il y a surtout de très important, c'est qu'on a traité le froid au niveau de la cheville. Si le froid au niveau de la cheville était resté, on aurait quelqu'un qui aurait eu tendance à avoir une fragilité articulaire à ce niveau-là et se faire des luxations à répétition. Là, la personne qui a été traitée de cette façon-là a eu aucune luxation par la suite, et on lui a demandé où il avait mal. Et je vous fais remarquer une chose, c'est que au milieu de la cheville, vous avez une marque parce que le sujet a continué à porter ses chaussures pour dire qu'il a été soulagé pratiquement très rapidement. Il a été soulagé très rapidement parce qu'on a pu lui faire un traitement aussi très proche du moment où il y a eu l'accident. Il a continué à porter ses chaussures. Et donc, quand une semaine après, on lui a demandé où il avait mal, eh bien, il avait mal là où le sang a été chassé, en périphérie. Il a suffi d'éclairer un peu plus large et tout est rentré dans l'ordre. Mais donc, c'est un sujet qui n'a plus jamais fait de luxation de la cheville.
Alors, voilà aussi quelque chose qui est intéressant. Ce sont des suites opératoires chez une personne qui a eu une hystérectomie. Alors, vous avez le traitement. Alors, il y a une chose très importante. Il est beaucoup plus intéressant de faire un traitement préparatoire à l'intervention que de le faire après. Pourquoi? Parce que si je fais un traitement trop proche de l'intervention chirurgicale, vous avez vu, ça mobilise le sang. Je pourrais provoquer des hémorragies. Donc, on ne peut pas faire, après une intervention chirurgicale, une intervention en chromatothérapie, il faut attendre une bonne quinzaine de jours. Par contre, si on avait fait de la chromatothérapie avant, c'est une préparation au traumatisme, eh bien, premièrement, les gens souffrent moins. Deuxièmement, la cicatrisation se fait beaucoup plus rapidement. Et troisièmement, il y a des risques d'infection qui sont bien moindres. Alors, par contre, donc, sur ces photos, là, vous voyez, 5 jours après, regardez avec quelle vitesse l'intervention avait eu lieu une quinzaine de jours avant. Regardez avec quelle vitesse la cicatrisation s'est faite. Comparer la droite et la gauche, c'est réellement spectaculaire. Alors, par exemple, on a eu des accidentés de la route qui ont été traités. Les gens ont des cicatrisations ultra accélérées. J'ai notamment un souvenir, bon, je vous parlerai d'autres choses, on verra d'autres accidents. Quelqu'un qui avait été dévoré par un congre, qui avait eu le visage complètement arraché, et on a pu accélérer la cicatrisation de façon spectaculaire, et il n'y a pratiquement plus de cicatrisation. Alors, ça, c'est une poussée d'arthrose. Alors, poussée d'arthrose, vous voyez, il y a un phénomène inflammatoire. Là, on va arriver à une approche qui va probablement vous étonner et qui est pourtant qui est très importante et qui est un pas en avant en médecine tout à fait considérable. C'est-à-dire que au niveau de l'organisme, il y a toujours un équilibre entre la matière du corps et les énergies qui y sont. Énergie du corps et matière s'équilibrent continuellement. Dans le cas de l'arthrose, nous avons un phénomène froid. Vous savez que l'arthrose est un phénomène à la fois très sensible au froid. Si vous avez une arthrose du cou, vous savez fort bien que c'est très sensible au froid. Si elle est très sensible au froid, cette arthrose, et là où c'est grave, c'est que s'il y a beaucoup de froid déjà, on arrive à un processus de destruction. Le froid, c'est un processus de destruction. Et à l'extrême, le froid, c'est la mort. Donc, les gens qui ont des phénomènes froids majeurs au niveau articulaire, comme dans le cas de l'arthrose, si on laisse continuer les choses évoluer, eh bien, ils vont avoir progressivement une lésion grandissante de l'arthrose. Et l'arthrose, on dit que c'est du froid en superficie et de la sécheresse en profondeur, ce qui provoque une destruction du cartilage. Alors, dans ce cas précis que je vous explique, eh bien, comme il y a beaucoup de froid, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de chaleur. S'il n'y a pas assez de chaleur, l'organisme matière va venir à son secours en créant une inflammation. Et cette inflammation au niveau du corps. Et vous avez à ce moment-là l'articulation qui est gonflée, enflammée, douloureuse, et le sujet peut à peine bouger l'articulation. Eh bien, le raisonnement est le suivant. Le raisonnement, c'est s'il n'y a pas assez d'énergie, il faut envoyer l'énergie. Et sur cette inflammation, je vais envoyer de l'énergie chaleur. Et si j'envoie de l'énergie chaleur, eh bien, le système énergétique ne va plus être en vide de chaleur. Donc, le corps n'aura plus besoin de répondre. Et c'est ce qui va se passer sur les deux autres photos. On a fait un traitement, il y a eu 2 traitements, il y a eu un soulagement de l'articulation pratiquement immédiate puisqu'elle a pu bouger l'articulation 20 minutes après.
Et vous allez voir que au fur et à mesure des semaines, eh bien, l'articulation dégonfle et vous avez la dernière photo qui montre que tout est réglé et cette personne n'a jamais plus fait d'inflammation à ce niveau-là et jamais plus non plus de poussée arthrosique. Donc, il y a une remise en cause très importante des traitements parce que quand on donne des anti-inflammatoires sur la première photo, on donne des anti-inflammatoires, c'est-à-dire on empêche le corps de répondre et on agit sur une défense et donc on envoie du froid. Donc le problème est pris à l'envers. Je ne sais pas si ça vous paraît trop difficile. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, c'est très clair. C'est très clair. Oui, c'est logique. Après, oui, parce que cette notion du corps qui vient en permanence au secours de l'énergie, quand il n'y a pas assez d'énergie, le corps répond. Bon, il y a pas assez d'énergie chaleur, donc il crée une inflammation. Mais si on apporte l'énergie manquante, ben le corps n'a plus besoin de répondre. C'est-à-dire que on renforce les défenses de l'organisme. Bon, moi, je suis content que vous me dites que c'est clair, parce que... Non, la seule précision que je donnerais, c'est que à nos abonnés qui t'écoutent attentivement, c'est que c'est pas en prenant un filtre de couleur plastique. Hein, vous prenez n'importe quel filtre de couleur que vous trouvez dans le. Ça, c'est juste des petits plastiques. Voilà, on met du orange comme ça. Je tiens à préciser que c'est des longueurs d'onde, comme le docteur Grappard le dit, sont des longueurs très précises et qui font suite à une anamnèse, à un questionnaire médical précis. Hein, c'est pas aussi simple que ça y paraît. La technique est magnifique, mais ça nécessite quand même un certain apprentissage. Et là où on va voir peut-être tout à l'heure, c'est sur des choses effectivement plus simples, sur des traumas, des piqûres de moustiques, etc. On va voir de quoi on parle. Mais je te laisse continuer. D'accord. Bon, oui, et tu vois, finalement, le fait, je me permets de te tutoyer aussi. Hein. Ah, avec plaisir, je me l'extrais. Donc, tu vois, le fait que les longueurs d'onde que j'ai trouvées pour la lumière et puissent être confirmées par les longueurs d'onde de la matière, c'était une règle de 3. Hein, ça confirmait que j'étais dans la bonne direction. Hein. Ça, c'était important. Bon, alors, donc, vous avez tout l'aspect psychologique. Hein. Si vous avez des gens qui ont du mal à se concentrer, et on peut les aider sur le plan, disons, énergétique, utiliser les énergies. Sur ce livre, par exemple, il y a des préparations à l'examen qui sont remarquablement efficaces parce que on utilise cette longueur d'onde qu'on envoie au niveau du cerveau, qui ont à la fois un effet de tonification dans le rendement intellectuel et à la fois un effet de clarification. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce livre, mais la chromato, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas faire le tour de tout. Alors là, on va arriver à la chromatoponcture. J'en parle parce que il y a une définition des points d'acupuncture qui est tout à fait extraordinaire et qui est passionnante. Alors, vous avez ce livre qui est sorti, La chromatothérapie science de l'énergie. J'en ai sorti aussi une autre après qui fait une suite de ça, mais qui explique comment ces énergies au niveau du corps se disposent et pourquoi elles se disposent de cette façon-là. Alors, tout est parti. Goethe a dit, mais on peut prendre les couleurs de l'arc-en-ciel et les mettre sur un cercle. Et c'est Goethe qui a mis ce cercle. Et vous verrez qu'il nous a encore apporté d'autres informations qu'on a utilisées. Et le seuil de chromato, on reprend ces couleurs, sauf que on le divise en deux. Toutes les énergies de la partie haute sont les énergies célestes, c'est la notion d'humidité et de chaleur, et les autres, froid et sécheresse, sont des énergies terrestres. Mais ça, on le retrouve dans de nombreux textes anciens. Alors, là, on s'est dit, mais comment se mettent en place les points d'acupuncture?
Eh bien, les points d'acupuncture se disposent les uns par rapport aux autres, suivant une constante qui est celle de l'arc-en-ciel. Ah, alors, vous voyez. Ah, il a encore coupé sans faire exprès. Il a dû cliquer sur le lien, ne vous inquiétez pas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va répondre à vos questions dans quelques instants. D'abord la démonstration et après on va répondre à vos questions. Mais c'est sur le principe. Voilà. Christian revient. Voilà, ça y est, excuse-moi. Mais je ne touche plus à ma souris. Ah, mais je suis obligé. Alors, oui, alors, donc. Ta caméra aussi, n'oublie pas, s'il te plaît, de cliquer sur la caméra. Voilà. Alors, donc cette séquence, puisque on a une séquence fixe qui est mise sur un cercle. Et ce cercle, si on le fait tourner, par exemple, si on a le rouge ici, je prends les couleurs volontairement pour que vous compreniez mieux. Si j'ai du rouge ici, après, si je fais tourner le cercle, j'ai du violet ici, et après j'ai du bleu. Alors, donc, mes points vont bien se mettre de façon très précise. Et après, dès que j'arrive au niveau du coude, ça, on va dire, c'est la partie in du cercle, hein, donc toute la partie, parce que les membres, vous verrez, se mettent en deux segments, en segment in, en segment céleste et en segment terrestre. Alors là, vous avez un segment terrestre, et ce cercle, si on continue à le faire dérouler, et apparaissent les séquences célestes. Vous voyez, une chose énorme apparaît là. C'est que d'un seul coup, mathématiquement, on sait qu'en éclairant tel point, de telle façon, je vais avoir un effet certain. Par exemple, si au niveau de l'épaule, je provoque du rouge, ou si les gens voient du froid, eh bien, au niveau du poignet, j'aurai toujours de la chaleur. Et on a ainsi tous nos points d'acupuncture, on va les représenter. Voilà. Alors, ça, c'est dans le sens longitudinal. Donc là, vous voyez, ça fait bleu, ça fait violet, ça fait rouge, après ça fait orange, puis, vous voyez, ça continue, vert, jaune, orange, donc le cercle. Mais ce cercle, si au lieu de l'utiliser dans le sens longitudinal, on le met dans le sens transversal, eh bien, on fait apparaître tous les méridiens. C'est-à-dire qu'on va avoir ici le méridien du poumon, là, on va avoir le méridien du cœur, et si je vais derrière, ça c'est le bras, vous voyez, la main dirigée vers vous en avant, la paume de la main, et derrière, je vais avoir les méridiens yang donnés toujours par le cercle. Hein? Voilà. Alors, vous voyez, par exemple, on sait exactement ce qu'on fait. Donc, on sait que si je fais de la chaleur là, je vais avoir du froid ici, mais qu'au niveau du coude, je vais avoir ici de la sécheresse, je vais avoir... Donc, je sais exactement ce que je fais avec la présence, effectivement, de choses un peu plus complexes. Vous voyez, ça débouche sur des choses de plus en plus avancées et de plus en plus précises. Alors, par exemple, on va dire, ben tiens, une douleur du poignet, je fais mes calculs, puisque j'ai vu comment ça se met en place, j'arrive au cadran antérieur, au cadran mètre qui est celui qui résume l'ensemble des énergies qu'on a au niveau du corps, et qui amène ici à l'humidité. Eh ben, je vais dire, ben, si la pathologie de ce sujet, c'est tout simplement un sujet qui a un excès d'humidité au niveau central, je fais du verre oculaire qui va m'apporter de la sécheresse centrale et la douleur du poignet disparaît. Vous voyez comme quoi une lésion apparemment purement locale nous montre que c'est finalement l'individu dans sa totalité qui est perturbé. On aura la même chose au niveau de la colonne vertébrale, on aura la même chose au niveau de nombreuses articulations.
Il y a une chose que je peux te proposer, c'est de mettre de la lumière parce que ça commence à être un peu sombre. Avec plaisir, on t'attend. D'accord. Donc oui, juste pour préciser qu'il y aura effectivement le replay avec les... on demandera l'autorisation au docteur Agrapard de vous fournir ces slides, qui sont un petit peu complexes et denses, mais c'est pour vous donner l'étendue de ces travaux et l'étendue de la complexité de ces recherches. Ça fait plus de 40 ans, largement plus de 40 ans qu'il travaille sur cela, et qu'il y a des pratiques simples qu'on peut faire. Nous, on travaille les praticiens avec des petites lampes comme ceci. Je vais vous montrer une petite lampe avec les petits filtres. Voilà, on travaille avec des filtres. Ça, c'est un filtre rouge. Voilà. Et j'expliquais nos techniques à nous en cabinet. Je t'en prie. Bien. Je crois que c'est très important de voir que dans un nombre de cas très importants, ce que l'on croit être une lésion locale est quelquefois une perturbation globale de l'individu, et on arrive très bien. Alors, si vous voulez, quand on fait de la chromatodirecte, mettons sur un traumatisme, il peut arriver que l'organisme il répond toujours, mais avec une intensité insuffisante. À ce moment-là, on est obligé de faire intervenir la chromatoponcture, parce que la chromatoponcture va agir sur les organes qui fabriquent les énergies. Et quand il y a une énergie manquante, eh bien, cette énergie manquante, on la fait fabriquer par l'organe qu'on va stimuler. Mais vous allez voir, il y a encore d'autres choses intéressantes. Ah, ça, c'est un truc extraordinaire. C'est un truc qui m'a passionné pendant des mois, des années. Et Goethe, je reviens à Goethe, bien sûr. Goethe a dit, si on prend un cercle blanc et qu'on le met au niveau du noir, et ce cercle, si on le fait, on donne l'impression à l'œil que ce cercle blanc se dilate, par exemple par une lentille, eh bien, on voit apparaître des couleurs. On voit apparaître du bleu et du violet. Et si par contre, on réduit ce cercle, eh bien, on voit apparaître de l'orange et du jaune. Et ça, il y a une chose qui me paraît évidente pour nous, c'est en fait le mélange du yin et du yang. C'est la base de notre vie qu'on a là. C'est le mélange de la terre et du ciel. Je sais, je m'envole un petit peu, je vais peut-être un peu loin, mais comme j'étais passionné, je vous l'ai dit, je vous en parle, et vous verrez que là, on a débouché sur des choses vraiment étonnantes. Alors, ce mélange m'a passionné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les réactions qui se produisent? C'est la base de la vie, et je pense qu'on cherche des tas de moyens de fabriquer l'énergie, mais je pense que nos corps, les corps vivants, savent fabriquer l'énergie comme ils veulent, et ils mélangent ce ciel et la terre. Mais on n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans toutes les traditions, on dit il y a l'élément feu et l'élément eau. L'élément feu est constitué de deux énergies, de bleu et d'orange, c'est-à-dire de sécheresse et de chaleur, c'est les correspondances. Et l'eau est composée d'humidité et de froid, l'élément eau, toujours, c'est-à-dire de rouge et de vert. Et c'est la rencontre de ces énergies de l'élément feu ou de l'élément eau qui vont fabriquer d'autres énergies. Vous voyez, si je prends mes trigrammes, le rouge plus le vert va me donner du bleu, le vert plus le rouge va me donner de l'orange, c'est-à-dire que l'eau peut fabriquer le feu, puisque le feu est fabriqué d'orange et de bleu, et le feu peut fabriquer l'eau. On arrive à des choses qu'on voit beaucoup dans les traditions, les éléments eau et feu, mais sans savoir ce que c'est. En fait, ça correspond à des choses bien précises que les gens qui nous ont précédés connaissaient bien, et nous, on est un peu ignares
alors qu'on a tendance à être un peu méprisant avec nos techniques, eux, ils sont arrivés à des choses tout à fait étonnantes. Eh bien, là, pour moi, ça a été un pas en avant important parce que j'ai travaillé pour arriver à fabriquer, par ces fusions d'énergie, de la chaleur, de la sécheresse, du froid, de l'humidité, en provoquant des fusions de ces énergies. Et ces fusions, j'arrive à les faire grâce à des nouveaux filtres que j'ai mis au point il y a à peu près 1 an et demi, à peu près. Et ces nouveaux filtres nous donnent des résultats qu'on n'avait pas avant. Alors, j'ai fini globalement parce que je voulais pas non plus trop vous saouler, mais dans ce genre de traitement avec ces éléments OIE, je vais vous parler par exemple des AVC. Je vais arrêter les images hein, peut-être. Attends, j'arrête. Je vais s'arrêter. Voilà. Oui, voilà. Dans ces éléments OIE, on est arrivé à des choses vraiment enthousiasmantes, notamment dans le cas des AVC, les AVC emboliques. Madame Pagès a eu beaucoup d'AVC et à l'époque, elle savait qu'un AVC, c'est du froid, qu'il suffisait de mettre du rouge pour et éliminer tout de suite l'AVC et récupérer. Donc, elle a fait un premier AVC, vite, elle a pu se soigner et tout est rentré dans l'ordre. Le problème, c'est qu'elle a fait un deuxième AVC et qu'elle a été hospitalisée d'urgence. Et là, elle a été surveillée. On l'a surveillée et il y avait des caméras partout en disant, surtout, vous faites rien. Et pendant 15 jours, elle est restée surveillée sans rien pouvoir faire et sans pouvoir récupérer de son AVC, sans avoir le droit de faire de la chromato. Ça lui a été interdit par le chef de service. Incroyable. Interdit formellement. Et dès qu'elle bougeait un peu, ils avaient mis des caméras partout, ils lui sautaient dessus. Ah bah dis donc. Donc, interdiction absolue d'utiliser ces langues. Alors, quand moi je l'ai revue, elle est revenue avec des séquelles, elle bavait, elle avait des séquelles qui commençaient vraiment à être importantes, avec des paralysies. Et à ce moment-là, j'ai commencé à utiliser mes nouveaux filtres. Et là, pourtant, même là, c'était 1 ou 2 mois après. Hein. Vous savez que normalement, à l'hôpital, on traite les AVC dans les premières heures. Si on ne les soigne pas les premières heures, c'est foutu. Eh bien, là, 1 ou 2 mois après, j'ai utilisé ces filtres et je vous assure qu'elle a récupéré. Et j'en ai eu un autre qui... Vous donner un autre exemple, parce que des exemples concrets, que vous compreniez à quel point il y a des moments où on vit des choses tout à fait étonnantes. C'est un homme qui est arrivé qui ne pouvait plus parler. Il a fait un AVC avec une atteinte de la zone de Broca et il pleurait, il ne pouvait plus parler. Donc, avec ces filtres, j'ai irradié la zone de Broca, qui est celle qui est responsable de la parole. Vous savez, il y a la zone de Wernicke où les gens ne comprennent pas, et la zone de Broca où les gens ont du mal à parler. Et je fais ça. Il est resté 20 minutes dans l'obscurité allongé. Et quand j'ai rallumé et qu'il est venu, il s'est mis à parler normalement et il s'est mis à pleurer. Et il a pleuré, il nous a embrassés, il a embrassé la secrétaire. Et si vous voulez, c'est des moments incroyables. Et il a une maladie qui fait qu'il fait des emboles périodiques. Et bon, chaque fois qu'il fait ces emboles, on le traite et puis le problème est réglé. Mais je veux dire que on a des gens qui arrivent qui ont du mal à marcher, qui remarchent. Enfin, bon. Il faut voir aussi qu'on est en médecine, hein, qu'il y a des cas qui sont plus faciles que d'autres et on ne peut pas dire aux gens c'est obligatoire, ça va marcher. C'est pas une mécanique, hein, on n'est pas chez un garagiste qui change les carburateurs. Hein. Mais
on a des exemples comme ça, nombreux. Il y a des phlébites. Alors oui, tiens, j'ai un exemple de phlébite qui est tout à fait intéressant. Une femme qui a fait une phlébite il y a à peu près une dizaine d'années. Elle a fait une phlébite et, comme ça se produit souvent, elle a fait une embolie pulmonaire. Et à la suite de son embolie pulmonaire, ben, elle a fait un asthme. Et son asthme, tout ce qu'elle peut prendre, ça ne marchait pas très bien. Vraiment des gros problèmes respiratoires. Et j'ai dit, mais vous avez eu une phlébite il y a combien de temps? Il y a 10 ans, mais j'ai surtout des problèmes respiratoires pour lesquels je viens vous voir. Et ça a commencé à la suite de ma phlébite. Eh bien, cette phlébite, il y a 10 ans, j'ai fait comme si elle était encore présente. Et j'ai traité cette phlébite. Elle a eu une sensation au niveau de la jambe, qui remontait le long de la jambe. Et tout de suite, elle s'est mise à mieux respirer. Tout ça pour dire que ces notions d'énergie, là, il n'y avait rien. On aurait fait un examen médical pur. Il n'y a rien. Il n'y avait pas de phlébite. Il y avait simplement la présence d'une énergie froide qui est encore présente. Et je lui ai dit d'ailleurs, si on ne vous traitait pas, vous auriez tendance à refaire une phlébite au même endroit. Parce que c'est un point faible chez vous. Et le fait d'avoir traité cette phlébite a automatiquement eu un effet pour empêcher les rechutes et d'autre part, l'améliorer considérablement sur le plan pulmonaire. Vous voyez, c'est des exemples comme ça, tout à fait intéressants et qui nous bouleversent tous, quoi. Et pour les grands brûlés, là, je vous ai pas mis des... J'ai eu peur de vous faire peur en vous montrant des cicatrices de grands brûlés, mais des cicatrices du 3e degré qui, normalement, une cicatrice du 3e degré, ça cicatrise pas. Hein. On fait des greffes dessus, il y a des plaies énormes. Et bien, le fait de faire de la chromatolocale, eh bien, on a une chose tout à fait étonnante, on voit se fermer progressivement en diaphragme ces brûlures du 3e degré. Et j'ai eu l'occasion, dans des centres de grands brûlés, de montrer ces photos. Et dans le centre de grands brûlés, ils nous disent, mais nous, on n'a jamais eu des résultats comme ça sur des brûlures du 3e degré. Parce que ce qui est curieux, c'est que la cicatrisation ne se fait pas au niveau central, elle se fait de la périphérie qui recouvre progressivement la plaie. Enfin, je vais peut-être arrêter de parler, peut-être que des gens ont des questions à me poser. Non, mais j'ai essayé d'éviter les photos horribles parce que on m'avait déjà accusé de présenter des photos d'horreur. Mais je dis, mais les photos d'horreur, elles sont provisoires parce que les gens sont bien après, mais je n'ai pas osé vous les présenter. Alors oui, il y a pas mal de petites questions et je te remercie pour ces explications et surtout ça montre l'immensité de ce travail hein, entre juste la couleur, la découverte de la couleur jusqu'à l'énergétique la plus subtile et la plus fine. Donc il y a un vrai travail. Alors effectivement, il y a plein de petites questions qui sont plein de questions qui sont posées, notamment sur. Je crois que tu as raison. C'est un inventaire qui est très large. Et c'est pour ça qu'au sein de notre association, on a plusieurs spécialistes. On a notamment une gynéco. Elle est arrivée à soigner des femmes qui avaient été déchirées, etc. Ça change complètement leur vie. Elle-même agit sur des fœtus ou même, disons, elle a permis l'arrivée de certains enfants grâce à l'apport de chaleur qu'elle pouvait apporter au niveau de l'utérus. Donc, il y a toute une révolution qui est en marche. Mais le problème de cette révolution, c'est une révolution qui n'apporte rien sur le plan financier. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que vous allez traiter, je sais pas moi, une arthrose, vous allez l'améliorer, vous allez permettre un meilleur fonctionnement. C'est une catastrophe.
pour l'industrie pharmaceutique. Vous allez fermer fermer des usines entières. On ne s'imagine pas les répercussions effrayantes qu'il peut y avoir. Parmi encore les traumatismes, on a des gens qui ont eu du traumatisme crânien avec des épilepsies qui ont suivi. On traite le traumatisme, l'épilepsie disparaît. Ces gens avalent des quantités de médicaments énormes. Moi, en tant que neuropsychiatre, j'utilise pratiquement plus de médicaments. C'est une vraie catastrophe sur le plan. Donc, il faut voir ça aussi. Il y a cet aspect-là, il y a tout un aspect financier qu'on ne peut pas rejeter. Alors, si je peux me permettre une question, il y a, et là c'est la question, Johanna, je vais vous poser votre question dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas, et loin s'en faut parce qu'elle est passionnante, mais il y a une question qui vient là tout de suite, c'est Lisbeth qui pose la question, cette méthode était-elle efficace contre le psoriasis et l'eczéma? Et ça me fait penser, je sais à peu près quelle serait la réponse, mais ça me fait penser à un problème de profondeur et d'ancienneté. Est-ce qu'on peut répondre à Lisbeth est-ce que tu peux répondre à cette question sur l'eczéma et le psoriasis? Ce ne sont pas des traitements locaux. Ce sont toujours des traitements de terrain et d'équilibration globale. Très souvent, ce sont des problèmes au niveau du poumon, tous les problèmes de peau. Ce sont des problèmes au niveau du poumon. Oui, Vincent, je suis en émission là. C'est son fils. Oui, c'est mon fils. Hein. Je croyais qu'il était en relation avec vous. Oui, donc je croyais qu'il vous avait appelé. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de répondre. Oui, pas de problème, il n'y a aucun problème. Alors, psoriasis, eczéma. Oui, c'est vrai, ce sont vraiment des questions de terrain. Vous voyez, les eczémas, ils apparaissent souvent sur une peau sèche. Donc, c'est pour ça qu'on stimule le poumon qui, lui, envoie de l'humidité. Par contre, on sait que les jeunes gens qui font de l'acné, l'un des gros problèmes de l'acné qui sont traités par Roaccutane. Le Roaccutane est quelque chose qui est redoutable, qui provoque des irritations intenses, qui provoque des sécheresses intenses, des sécheresses des muqueuses à tous les niveaux, et avec quelquefois des états dépressifs et des tentatives de suicide. C'est probablement l'un des médicaments, moi, que je vois l'un des plus dangereux, et si on peut éviter, il faut absolument. Alors, c'est l'application du bleu, de mémoire. Alors, le bleu, tu as raison, c'est effectivement, le bleu, qu'est-ce qu'il fait? Le bleu, il envoie une information sécheresse, et comme il envoie une information sécheresse, la peau répond par de l'humidité. Comme il répond par de l'humidité, il hydrate la peau et il diminue l'acné. Il y a des acnés qui disparaissent complètement et très facilement, surtout au moment de l'adolescence, par irradiation du bleu. Mais attention, on parle de bleu. Là, il y a une erreur à ne pas faire. Vous n'allez pas prendre n'importe quel bleu. Nous, on a des bleus avec des longueurs d'onde, qui ont des effets précis. N'oubliez pas. Il y a justement, pour finir sur l'acné, si tu le permets, il y a cette fameuse petite bactérie qui envahit les acnéiques. Et donc, le bleu agit dessus. C'est pour répondre à Sand aussi. Oui, parce que alors, je vais essayer de voir. Je vais essayer de vous expliquer. Je ne sais pas si vous comprendrez. Alors, au départ, si on prend, on a la notion de superficie et de profondeur. Au départ, si on a de la sécheresse en superficie, on a du front en profondeur. La couche au-dessous, si vous voulez. Et à cette sécheresse et ce froid, l'organisme essaye de répondre pour compenser les énergies. C'est le corps qui va répondre pour compenser les énergies sécheresse et froid. Il va répondre en face de la sécheresse par cette peau qu'on dit grasse et humide, et en profondeur, il va répondre par de la chaleur pour répondre au froid, et il va y avoir de la suppuration. Mais si vous amenez les énergies qui manquent, c'est-à-dire les énergies humidité et chaleur, le corps n'a plus besoin de répondre et donc l'acné disparaît.
Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Et je pense qu'il faut insister, enfin, tu as insisté Oui, sur mais vas-y, au contraire. cette notion d'apporter l'énergie qui manque. C'est ça qui Voilà. c'est ce en quoi le corps, nos pouvoirs d'auto-guérison, on les a, mais il faut aller les chercher. Il faut aller les puiser. Donc toi, ta technique de chromatothérapie, c'est vraiment, dans la plupart des cas évidemment, d'aller chercher l'énergie, d'aller fournir l'énergie manquante. À ce moment-là, le corps ne répond plus. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, le pus et cette peau grasse que l'on voit dans le cas de l'acné, c'est un système de défense du corps contre la sécheresse et contre le froid. Ça fait penser aussi aux émotions qui sont les solutions. Enfin bon, je ne veux pas digresser là-dessus. Mais... Si, mais c'est bien. Tout se recoupe, je suis d'accord. Vas-y. Non, c'est ça. C'est les émotions et l'expression corporelle de certaines émotions qui sont la solution d'un problème un petit peu plus profond. Tout à fait. Alors, et d'ailleurs, quand on essaye à ce moment-là de les traiter médicalement, ça se reconvertit en autre chose. C'est ça. Ouais, et cette notion d'aller chercher la source que tu as évoquée avec la phlébite, hein, tu nous l'avais donné en cours, c'était quelque chose d'assez passionnant, c'est-à-dire que quand on remontait l'historique de la personne, on arrivait à quelque chose peut-être d'éloigné de la manifestation, peut-être une entorse qui s'était transformée avec une énergie qui avait voyagé d'une certaine manière et qui donnait une manifestation à distance. Donc c'est un petit peu toute la complexité. Hein, lors de ton questionnaire, entre le chronique et l'aigu, hein, c'était cette notion qu'il fallait essayer de remonter à la source du traumatisme. Ça, c'est très, très important. Alors, si tu me permets, les questions de Johanna. Là, on arrive aux douleurs, justement. Hein. Il faut bien voir que les douleurs apparaissent il y a des déséquilibres énergétiques majeurs. Alors, il y a Johanna qui se permet de t'interpeller. Excusez si j'insiste sur la question du zona. Quelle est votre interprétation énergétique et quelle longueur d'onde vous utilisez ou conseillez? Nous sommes des naturopathes en Allemagne très experts, mais on a un gros doute par rapport… Félicitations. Ouais. Félicitations. Et elles utilisent pour les grands brûlés, nous utilisons le 488 nanomètres avec une énergie ultra faible modifiée. Alors, je reviens sur l'herpès zona. Oui. Que ce soit le zona… non, c'est pas pareil, hein, l'herpès et le zona. Le zona, on le traite en apportant, c'est en apportant du froid. Hein. C'est un virus qui ne supporte pas le froid. C'est un virus qui vit dans la chaleur. Hein. L'herpès, c'est autre chose. L'herpès, lui, il ne vit que dans l'humidité. Donc, si on lui apporte de la sécheresse, on le détruit. Ouais. Est-ce qu'on a des longueurs d'onde précises ou pas pour répondre à Johanna? Non, ces longueurs d'onde, ça fait partie des qualifications du fabricant et tout ça, je peux pas le dire. Alors, là aussi, pour le psoriasis et pour l'eczéma, tu disais que c'était quelque chose… Alors, pour l'eczéma, il faut pas confondre le psoriasis. Le psoriasis, ça fait vraiment appel au terrain. Et dans le psoriasis, on a souvent des psoriasis qui peuvent apparaître à distance à la suite de traumatismes. Le psoriasis est souvent associé à des traumatismes anciens. Et quand on traite le traumatisme, je me souviens notamment d'un homme qui avait reçu une valise sur la tête à la suite d'un accident et qui lui avait enfoncé le crâne. Et on a traité le crâne et le psoriasis a disparu. Donc, très souvent. Mais c'est toujours… Le psoriasis, c'est vraiment une question d'équilibration globale du terrain, qui peut être quelquefois très difficile à soigner. Déjà en naturopathie, c'est difficile. Est-ce que tu fais une distinction entre, par exemple, un psoriasis du cuir chevelu, un psoriasis des coudes ou un psoriasis des genoux? Est-ce qu'il y a la localisation du corps sur le corps inspire des déséquilibres énergétiques? Non, c'est dans l'ordre. On commence. Ce qu'on peut regarder, c'est que souvent, quand le psoriasis commence, il commence souvent au niveau du cuir chevelu. Oui. Et après, la deuxième phase, c'est au niveau du coude, dans la zone externe, au niveau du coude, très souvent.
Et après, ça peut vraiment diffuser partout. Il y en a qui en ont dans la zone sexuelle, il y en a qui en ont au niveau des genoux. Mais c'est toujours une globalité, une incapacité du corps à réguler. Mais on le voit aussi très souvent chez les maniaco-dépressifs. On le voit souvent. Donc c'est une pathologie plus complexe. La chromatodirect se fait essentiellement sur des pathologies qui sont d'origine externe. Ouais. Alors que, encore que, comme tu me diras, pour les AVC, c'est pas d'origine externe, mais enfin, en majorité des cas, c'est d'origine externe. On arrive tranquillement à la fin de ce webinaire, si tu le permets. Où trouver des thérapeutes dignes de ce nom? Alors, il faut aller sur notre site. On a notre site chromatothérapie.com. Hein. Il y a mon nom à Agrapar parce qu'il y a des gens qui ont essayé de recopier plus ou moins les sites, mais enfin, bon, c'est classique. Hein. Et il y a une carte, il y a une liste des thérapeutes. Hein. Je crois qu'en Suisse, il y a quelques personnes, vous regardez. Hein. Oui, il y a la liste. Est-ce que tu conseillerais de certaines personnes de se fournir en lumière et en filtre pour pouvoir faire des petits soins du quotidien? Par exemple, une petite brûlure, une piqûre de moustique, un traumatisme. C'est pour ça qu'on a sorti le guide thérapeutique des couleurs. Le guide thérapeutique des couleurs, justement, il y a un lexique à la fin qui est là aussi bien pour que les gens aient une recette, mais aussi qu'ils apprennent le mécanisme. Oui, c'est ça. Parce que ça paraît très simple comme quand je vous le décris, mais en fait, il y a un mode de fonctionnement intellectuel à acquérir. C'est ça. Et je vois que les gens ont besoin d'un temps de maturation. Là, il se trouve qu'avec le Covid, on a été obligé de rapprocher un peu les cours, et les cours trop rapprochés, les gens n'avaient pas le temps de digérer certaines choses. Il y a besoin d'un temps d'espacement entre les cours pour que les gens arrivent à s'imbiber. Oui, parce que comme tu l'as très bien expliqué, c'est vraiment quelque chose c'est un concept de l'énergie, et c'est une médecine vibratoire au sens propre du terme, et c'est vraiment quelque chose de conceptuel. Donc on est loin de nos concepts habituels de la médecine allopathique, et donc c'est difficile de concevoir ça et de dire tiens, une couleur, mais alors pourquoi ne pas le faire tous les jours comme tu l'as expliqué, pourquoi ne pas le faire aussi facilement, parce que justement cette médecine vibratoire prend une autre dimension quand on comprend l'énergie que l'on veut fournir au corps. Et ça c'est ce que tu nous as expliqué ce soir, et vraiment je te remercie. Donc aucun problème a priori pour que certaines personnes se fournissent, et les filtres, les lumières et les filtres, on peut les trouver aussi sur le site? Oui, il y aura toutes les informations sur le site, tant pour au niveau des thérapeutes qu'au niveau des informations, qu'au niveau des formations. On a vraiment beaucoup de monde en formation. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que les gens sont passionnés. Oui, c'est ça. On a des gens et je vois des gens qui ont fini leur formation, qui reviennent, suivent les séminaires. Bon, et puis on évolue encore sans arrêt. Enfin, je veux dire qu'il y a des tas de pathologies qu'on arrive à retraiter, qu'on pouvait pas avant. C'est vraiment quelque chose qui est en pleine évolution, et avec des tas de portes qui s'ouvrent de tous les côtés pour chacun. Oui, c'est véritablement la médecine du futur, hein, comme dit Framboise. Mais il y a aussi une chose très très importante que tu peut-être n'as pas encore signalée, c'est le fait que tu travailles avec une collégiale d'experts aussi, et qui ramènent les informations, qui te reportent les informations de leur thérapeutique spécifique. Chaque fois, tu sollicites l'expérience des praticiens. Voilà, tu as parfaitement raison. C'est exactement ce qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas être que dans la théorie. La théorie est difficile à acquérir au départ, même si ça paraît simple. Et il y a besoin d'une assise concrète. Et la plupart de ces séminaires se terminent par des différents spécialistes qui donnent leur pratique en disant moi je vais utiliser dans tel et tel cas.
Est-ce que tu as un retour sur pardonne-moi parce que la question a été posée plusieurs fois, sur la maladie de Lyme? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu as des retours d'expérience sur cette maladie? Je peux pas donner d'absolu dans ce domaine. Oui, oui, non, mais bon, il y a des résultats, mais je sais pas. C'est en plus une pathologie qui est discutée, c'est une pathologie qui est avec des guerres entre thérapeutes, donc non, je ne tiens pas tellement à aborder le sujet. Il n'y a aucun problème. On comprend la complexité de certaines choses. Alors, voilà, il y a d'autres questions sur la polyarthrite, sur la sclérose. La polyarthrite rhumatoïde est une pathologie très complexe et c'est vraiment une pathologie qui est longue et difficile à traiter, d'autant plus que ce sont des gens qui sont bourrés d'anti-inflammatoires majeurs et que, comme j'en ai parlé entre parenthèses tout à l'heure, l'anti-inflammatoire n'est pas ce qu'il y a de mieux lorsqu'on traite des pathologies articulaires dégénératives. N'oubliez pas que dans la polyarthrite, l'articulation se détruit. Donc, si sur une articulation qui se détruit, vous mettez des anti-inflammatoires, vous apportez encore beaucoup de froid, et si vous avez beaucoup de froid, c'est pas ce qui permet de régénérer l'articulation. C'est ça. On le voit bien sur les séances de chromatothérapie. Il ne faut pas mettre de crème, il ne faut pas prendre anti-inflammatoire, il ne faut pas prendre un certain nombre de choses pour pouvoir vraiment s'adresser à l'énergie manquante. Exactement. Il faut essayer d'être le plus pur possible, et il faut être d'autant plus pur que chaque traitement est suivi d'un contrôle très précis, de voir comment chacun réagit à tel et tel niveau. Donc, s'il y a des interférences, que ce soit n'importe quoi, des oligo-éléments ou d'autres, des fleurs de bac ou des choses comme ça, je préfère, ou des massages, attention aux massages. Oui. Les massages, si vous faites un traitement de chromato en provoquant une circulation énergétique dans un certain sens et que vous avez des massages après qui vont au sens contraire, c'est la catastrophe. Hein, c'est pas possible. Il ne faut pas qu'il y ait non plus d'ultrasons ou d'infrarouge. Moi, dans la mesure où les gens font des traitements dans d'autres techniques, je leur dis, bon, gardez la technique, allez jusqu'au bout, mais ne mélangez pas. Dernière question, parce que là, vraiment, c'est la dernière question, mais je ne peux pas m'empêcher de la poser. Tu as à peine évoqué tout ce qui est, en montrant le livre de Michel, sur les troubles psychologiques, d'une certaine manière. Donc, il y a les stress, il y a les troubles du sommeil, les troubles du comportement, il y a les préparations aux examens. Il y a des trucs extraordinaires avec l'application oculaire. Et ça, j'en suis témoin. Ce livre est tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, l'éditeur l'a pris à cœur. Il en a fait un très, très bon livre. D'abord, il est beau. Il est esthétiquement bien fait. Il est très clair. Mais c'est à l'esprit de Michel, ton épouse, hein, pour ne pas la citer. C'est son esprit très, très carré comme ça. Et faites attention parce que c'est une criminologue et une profileuse émérite. Elle vous décryptera votre personnalité en quelques secondes. Elle est fabuleuse. Et voilà, donc juste pour dire que ça va loin dans la chromatothérapie oculaire et troubles psychologiques, tout l'aspect psychologique. Tout à fait. Et le résumé ce soir serait vraiment… notamment parmi les choses qui seront réglées très vite, les enfants hyperactifs, les vrais hyperactifs, hein, parce que les enfants mal éduqués, quelquefois, sont pris pour des hyperactifs, mais c'est spectaculaire pour les enfants hyperactifs. Je reprendrai la formule, hein, si tu le permets. Les enfants mal éduqués sont pris pour des hyperactifs. C'est de Michel. Là, c'est de Michel, c'est pas de moi. Eh ben, c'est vrai, je citerai mes sources. Écoute, Christian, merci mille fois pour cette conférence ce soir. C'est vraiment la médecine du futur et je vous conseille vivement d'aller sur le site, d'aller voir les livres, d'aller partager ça parce que c'est vraiment fabuleux. Ça fait, je pense qu'à peu près 15 à 20 ans que j'ai été formé et franchement, c'est un véritable bonheur renouvelé de lire tes ouvrages, de partager ces moments avec toi. Et vraiment, merci. Voilà, je peux pas dire. Écoute,
Merci pour tes compliments, mais nous t'avons beaucoup apprécié. Nous avons toujours apprécié ton ouverture d'esprit et ton intelligence. Là, c'est à toi. Les livres. Je suis ravi que j'ai affaire à toi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Oui, il y a toujours un replay et tous les livres sont sur le site de chromatothérapie.com. N'oubliez pas que c'est du docteur Agrapar et pas les autres. C'est de la pâle copie. Les couleurs sont ternes ailleurs. Les couleurs sont ternes. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Christian, prends soin de toi. On a encore beaucoup besoin de toi. Et, je te remercie. Merci pour votre attention. Mes salutations à Michel. À très bientôt et on va couper. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.